Merci beaucoup. Je voudrais demander à Caroline, elle est devenue très célèbre, très grande. Elle a quelqu'un qui est son collègue, son ami. Elle la respecte beaucoup. Elle vient de la région et c'est exactement ce qui se passe. Caroline, puis-je vous demander de dire quelques mots? Monsieur, voici l'Ariana du continent africain. Elle a été journaliste aux États-Unis pendant de nombreuses années et elle a une histoire à partager avec la presse, les médias et ces deux dirigeants merveilleux qui vous rejoignent aujourd'hui. Alors, Ariana? Pourquoi ne viens-tu pas en parler pour qu'ils te voient? Ce serait absolument génial. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est un plaisir. Merci, Monsieur le Président. Comme Caroline l'a mentionné, Monsieur le Président, tout d'abord, je veux que vous sachiez que je suis la seule journaliste africaine à la Maison-Blanche qui couvre l'ensemble du continent. Donc, je viens juste d'arriver hier du Congo, en République démocratique du Congo. Je suis vraiment allée voir ce que le peuple ressent et le message du président, les compagnons du président, juste un enfant à propos de l'accord de paix à venir. Laissez-moi vous le dire pour la première fois que je le vois de moi-même. J'ai parlé aux gens de la rue, je vous ai parlé. Ils connaissent ton nom. Ils savent qu'un président nommé le président Trump travaille dur pour amener enfin la paix dans le pays. J'espère vraiment qu'ils ont maintenant l'espoir d'un jour meilleur pour le Congo. Ils pensent que ce que vous faites est l'avenir du Congo, un avenir meilleur. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le président Félix Tshisekedi pour une interview parce que je voulais comprendre ce qu'il pensait, parce qu'il réfléchit, ce qu'il ressent à propos de tout ce que votre gouvernement a fait. Il m'a dit directement que pendant des années, de nombreux présidents américains ont ignoré le conflit. Ils n'ont rien fait. Même moi-même, je couvre l'administration du président Biden. J'ai pressé ce conflit à plusieurs reprises. Les gens meurent au Congo, ce pays a tellement de potentiel, mais ils ont besoin d'aide parce que cette guerre détruit le pays. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Il m'a dit, le président Tshisekedi, que vous ne savez pas. Il est très reconnaissant pour ce que votre gouvernement a fait. Pas seulement lui, mais tout le peuple congolais qui voit qu'il y aura enfin de l'espoir. Le président Tshisekedi a également mentionné à la fin de mon entretien que quand il est finalement arrivé en République démocratique du Congo, il envisageait de vous nommer lauréat du prix Nobel parce qu'il a dit que vous le méritez et que vous avez travaillé dur pour apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo, et qu'il aimerait vraiment vous voir. Futur toi? C'est si bien, si magnifiquement dit. Caroline a dit qu'elle l'a dit, et je n'aurais pas dû le dire parce que ce serait politiquement incorrect. Elle a dit qu'elle est jolie et toi pas. Je ne peux pas dire ça. Ça aurait pu être la fin de ma carrière politique. Mais tu es belle et tu es belle à l'intérieur. Voilà. Alors j'aimerais avoir plus de journalistes comme vous. Vous avez couvert l'Afrique depuis longtemps. Oui, depuis plus de 10 ans, j'ai même couvert votre premier gouvernement. Oui, je le sais. Super, merci. C'est gentil de votre part de dire ça. J'ai une autre question, monsieur. Parce que nous savons qu'en juillet ou à l'avenir, les présidents du Rwanda et du Congo viendront aux États-Unis en Afrique. Le président John Lorenzo, le président de l'Angola, qui est aussi le chef de l'Union africaine, a travaillé très dur pour amener la paix, mais... On l'amène ici. Oui, d'accord. Tu peux m'aider à l'inviter? Bien sûr, d'accord. Je sais qu'il travaille dur et qu'il dirige essentiellement le syndicat. Une alliance pour toute l'Afrique et non celle que nous avons aujourd'hui. C'est l'union de toute l'Afrique et j'aimerais bien la voir. Tu vas lui faire savoir. Quoi, monsieur le président? Merci beaucoup. Maintenant, vous retournez là où vous appartenez. C'était génial. Excellent travail. C'est une connaissance réelle et difficile à faire. Félicitations. D'accord, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer une glorieuse victoire et c'est pourquoi, pour la cause de la paix, c'était vraiment une longue attente. La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé un accord de paix historique. Le conflit se poursuit et dure depuis de nombreuses années. Je suppose qu'ils disent que cela a commencé il y a 30 ans dans la région des Grands Lacs en Afrique pendant une longue période, peut-être même plus tôt. Et la région des Grands Lacs, ça doit être magnifique, non? Belle, belle région. Mais ils ont vécu beaucoup de guerres et beaucoup de morts. Il a déplacé d'innombrables personnes et coûté des milliers de vies.
Mais aujourd'hui, la violence et la destruction touchent à leur fin et un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix s'ouvre dans toute la région. J'ai dit, depuis combien de temps la guerre est-elle en cours? Un de mes amis a dit 30 ans. Au moins 6 millions de personnes ont perdu la vie pendant cette période. C'est incroyable. Certains disent que c'est en fait la plus grande guerre sur Terre depuis la Seconde Guerre mondiale. Je tiens donc à exprimer mes remerciements et mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord crucial il n'y a pas si longtemps. Ils l'ont signé juste devant. Je voudrais également remercier le secrétaire d'État Marco Rubio. Il a travaillé très dur sur ce sujet et nous avons travaillé ensemble grâce à son excellent leadership et à Mossad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique et les affaires africaines, qui, comme vous le savez, a passé beaucoup de temps en Afrique et il est très à l'aise là-bas. Je dis, êtes-vous mal à l'aise avec tout le chaos et les sueries? Puis il m'a dit, non, je ne suis pas mal à l'aise. C'est tout ce dont vous avez besoin. Il vous faut quelqu'un qui puisse l'obtenir. Mossad, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous avez fait. Merveilleux gars. En fait, je voudrais aussi remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo. Nous travaillons en étroite collaboration avec les États-Unis. Je sais que le Qatar travaille vraiment dur. L'Union africaine, nous venons d'en parler. J'attends avec intérêt la présence de leurs représentants lors de notre séance officielle qui aura lieu quelque temps en juillet. Nous l'attendons avec impatience. Tu ferais mieux de le rapporter, d'accord? Nous ne tolérerons personne d'autre que vous. Mais c'est une énorme percée. En quelques mois seulement, nous avons réussi à rétablir la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la République démocratique du Congo, au Rwanda et plusieurs autres pays. Et la Serbie, vous savez, nous nous préparons à entrer en guerre avec un groupe. Je ne vais même pas mentionner cela parce que cela n'a pas eu lieu. On peut l'arrêter, mais j'ai un ami en Serbie qui a dit que nous allons reprendre la guerre et je le ferai. Je ne vais pas dire que c'est le Kosovo, mais ils vont avoir une grande guerre. Nous l'avons arrêté à cause du commerce. Ils veulent commercer avec les États-Unis. Je dis que nous ne commerçons pas avec ceux en guerre. Nous avons aussi dit que si vous regardez le Pakistan et l'Inde, c'est génial. Ils ont deux grandes dirigeances et ils ont pu s'arrêter. Ils ont une très, très grosse bataille et je pense que tout le monde le voit et ça va devenir très mauvais. Ce sont des puissances nucléaires très puissantes. Au cours des mois et années à venir, mon gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties de l'industrie sidérurgique pour veiller à ce que ces accords soient pleinement appliqués. Vous allez faire ce qui est dit dans l'accord et nous dirons que vous feriez mieux de faire ce qui est dit dans l'accord, non? Parce que si quelqu'un ne peut pas le faire, de mauvaises choses arrivent. Mais j'ai le sentiment que dans 30 ans, je pense que dans 30 ans, vous dites tous, je pense que vous en avez parlé assez, n'est-ce pas? Ça suffit, vous avez tout vu. C'est donc une belle journée. C'est une belle journée aujourd'hui. Nous avons déjà obtenu de grands succès. C'était une semaine merveilleuse après un voyage très réussi. L'OTAN est vraiment unie. Ils coûteront plus d'1 billion de dollars par an. Personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Nous avons vécu cette guerre que nous appelons, comme vous le savez, la guerre des 12 jours. C'était une guerre de 12 jours entiers et nous n'avons finalement pas d'armes nucléaires. C'est ce que nous voulons. Ils l'éteignent. Ils étaient simplement complètement explosés en morceaux et il n'y avait pas d'armes nucléaires sur ces 3 sites. Espérons qu'il y aura beaucoup de guérison. La guérison commence, mais c'est vraiment une semaine incroyable. C'est ce que j'attends avec impatience. Ça a été mis en place il y a quelques semaines et c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Si nous pouvons le faire et que nous le faisons parce que nous avons une certaine capacité, c'est bien. Nous pouvons faire que les gens soient en paix. Je pense que nous faisons face à la guerre mieux que quiconque, mais nous ne voulons pas. Nous avons l'armée la plus puissante du monde. Ils l'ont montré en Iran. Ces pilotes, ils ont volé pendant 36 heures. Pensons, ils ont frappé une cible de la taille de cette table, la moitié de la taille de cette table, à environ 52 000 pieds dans la nuit noire sans lune. Ils veulent ça, tu peux le croire.
Chaque missile qu'ils ont frappé avait exactement de la moitié de la taille de ce beau bureau de Resolute. Nous ne voulons pas en parler quand il s'agit de fusées qui la frappent, mais avec la moitié de sa taille, il frappe le point mort à une vitesse extrêmement élevée depuis une altitude extrêmement élevée. C'est incroyable. Personne ne peut faire une chose pareille. Personne ne possède cette arme et personne ne peut faire quelque chose comme ça. Nous avons eu une semaine réussie. Notre économie fonctionne bien, établissant des records économiques. Mais il s'agit du Congo et du Rwanda et je voudrais vous demander, avant de présenter nos invités, pouvez-vous dire quelques mots? Merci, monsieur. Le président, donc. Sous votre commandement, monsieur, avec le soutien du président et du secrétaire, toute l'équipe du département d'État, nous avons engagé les deux parties en avril et en 3 semaines, ils ont signé la déclaration de principe. Maintenant, environ 2 mois plus tard, nous avons signé aujourd'hui l'accord de paix final. Vous savez, beaucoup de gens se demandent si c'est préliminaire. Non, c'est le véritable accord de paix final qu'ils ont signé aujourd'hui. Nous avons également exprimé notre intérêt à inviter les chefs d'État à la Maison-Blanche pour la cérémonie de signature. Par conséquent, en plus de cela, un certain nombre d'autres accords seront signés, qui seront appelés les accords de Washington sur la région des Grands Lacs. C'était génial. Pourquoi pas Trump? D'accord. Je n'étais qu'un enfant. Washington Bond Shows. Il y a aussi un aspect économique extrêmement important pour les deux pays. Ils ont également travaillé la semaine dernière et finalisé le cadre d'intégration économique régionale que les deux pays signeront lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. C'est une grande cérémonie. Bien sûr, nous le ferons. Faites une grande cérémonie et amenez les autres personnes impliquées, quelques autres que le monsieur dont nous avons parlé. Nous savons qu'il travaille très dur et que vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui le méritent. Faites-nous savoir, d'accord? Des accords bilatéraux seront conclus pour négocier des transactions minières avec le Congo sur des minéraux critiques. De nombreuses entreprises américaines ont manifesté intérêt à investir longuement en RDC. Il en va de même pour le Rwanda. De nombreuses entreprises américaines ont manifesté un intérêt non seulement pour l'exploitation minière, mais aussi pour le milieu et l'aval, c'est-à-dire pour le traitement des minéraux. Nous sommes également engagés et soutenus le corridor de l'Obito, qui aidera à construire des infrastructures. Il y a seulement 2 jours, les États-Unis ont signé et soutenu un projet de transport d'électricité d'un montant de 1,5 milliard de dollars entre l'Angola et la République démocratique du Congo. De nombreux autres projets de nature similaire sont en attente. Nous serons donc sous la direction de Monsieur le Président. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les deux pays et avec le soutien du Qatar pour veiller à ce que cet accord soit mis en œuvre. Beaucoup de nos entreprises sont maintenant présentes dans ces deux pays, surtout parce que nous nous entendons très bien. C'est peut-être la façon dont nous nous sommes réunis et nous avons beaucoup de grandes entreprises entre les terres rares et toutes les autres choses qu'elles font en Afrique qui se développent considérablement, surtout dans ces deux pays. Vous avez la terre, ils pensent que c'est la meilleure du monde, en fait, j'ai entendu dire. Nous faisons beaucoup de choses pour rassembler tout le monde. C'est comme ça que tout a commencé. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose, et c'est un traité de paix avec deux pays qui se battent depuis 30 ans. Je tiens à vous remercier tous. Bien sûr, apportez la lettre. Comme dit Monsieur le Président, vous avez les accords signés aujourd'hui par les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda en présence du secrétaire d'État Rubio. Nous avons également préparé 2 lettres pour vous. Il s'adresse au président du Rwanda, Paul Kagame, pour exprimer son appréciation et ses félicitations pour tout ce qui s'est passé et bien sûr, comme le dit le Dr Boula, pour l'inviter à Washington pour participer à ce que nous espérons que les accords de Washington fixeront enfin les conditions de la paix et de la prospérité dans cette région, espérons-le longtemps. C'était génial. Magnifique et très important. On y mettra une photo dès que ça sera fini. Ils mettront, on a un photographe en mouvement rapide, Dan. On va mettre une bonne photo de nous ici.
C'est une lettre adressée aujourd'hui au président de la République démocratique du Congo, Chika, pour le féliciter une fois de plus pour avoir résolu cette guerre de longue date et l'inviter à Washington, D.C. pour conclure définitivement l'accord, espérons-le bientôt. C'était génial. Tu prends le stylo, Merci beaucoup. Je voudrais donc demander à JD de dire quelques mots, notre grand vice-président, puis Marco de continuer. Très bien. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, content de vous avoir dans le bureau ovale. Deuxièmement, permettez-moi de féliciter le président, le ministre Rubio et toute l'équipe. Je pense que pour les peuples de ces deux pays, ils devraient savoir que les États-Unis sont engagés sur la voie de la paix. Mais pour mes concitoyens américains, c'est vraiment un moment de célébration. C'est un moment important pour notre pays parce que nous avons vécu 30 ans de meurtre et de guerre sous le président, la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, nous sommes sur la voie de la paix. Donc, si je pense à ce que je sais sur ces deux pays pendant 30 ans, presque pendant tout le temps que je me souviens que ces deux pays ont été dans les nouvelles, la plupart des histoires ont été sur eux qui se battent et qui se tuent. Nous pouvons attendre un avenir où mes enfants voient ce moment comme le début de prospérité et de paix. Merci, le président, et félicitations à toute l'équipe et mes compatriotes américains. Nous devrions tous être très fiers, car ce que peut accomplir un leadership présidentiel actif lorsqu'il est tourné vers la paix et la prospérité est étonnant. Voilà, bien joué, monsieur. Merci à JD et Marco. Nous allons donner la parole aux deux recteurs. Oui, monsieur. Monsieur le Président, tout d'abord, merci. Lorsque j'ai pris ce poste, vous avez clairement indiqué que la priorité serait la recherche de la paix. Dès le premier jour, que ce soit en Ukraine et en Russie, que ce soit au Pakistan, en Inde, que ce soit en Iran et en Israël, ou sur le continent africain, votre priorité, c'est la paix. Aujourd'hui, nous voyons tout cela se réaliser. C'est triste. La guerre retient plus d'attention que la paix, mais la paix est plus difficile. Je félicite les présidences respectives présentes pour avoir choisi la voie plus difficile, la paix. La guerre reste plus facile, bien que coûteuse et sanglante. Je fais écho à la déclaration du vice-président. C'est donc les Américains devraient être fiers que la voie numéro 1 pour la paix dans le monde est notre président. Alors, merci, Président Trump. Encore une fois, je tiens à remercier le Dr. Boulos et les efforts qu'il a déployés depuis le premier jour. Il a vraiment consacré beaucoup de temps et d'énergie que nos amis de leurs pays respectifs peuvent partager avec nous. Enfin, je voudrais vous remercier d'avoir déjà fait cela, mais l'Union africaine, le Togo et le Qatar, ce sont des partenaires extraordinaires et nous devons continuer à recevoir leur aide pour que cela puisse arriver. Alors, félicitations à vous deux. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Bon travail. Vous voulez commencer de l'une ou l'autre façon, n'est-ce pas? Partager cette première rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci de nous avoir invités ici. Je pense pouvoir résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et en effet, félicitations pour cette étape extraordinaire qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrances et redéfinit les perspectives de millions de Congolais et de citoyens de la région des Grands Lacs. Le deuxième point est de rester engagé, Nous avons besoin des États-Unis pour s'assurer que cet accord fonctionne et pour nous tenir responsables. Je pense que le troisième point est que si vous restez à bord, oui, avec tant de points de vue, nous pouvons transformer nos partenariats et inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et qui, au moins ou enfin, nous pouvons nous concentrer sur le potentiel et la richesse que nous pouvons partager. Donc, une fois de plus, au nom de mon cœur, nous vous remercions, mais surtout au nom des gens du Parti démocrate. Merci beaucoup. Beau mot, j'ai hâte de rencontrer vos dirigeants. Ce seront des gens très respectés et, comme vous le savez, très respectés dans le monde entier, en particulier en Afrique. Donc, à un moment donné, en juillet, nous aurons une grande cérémonie. Merci beaucoup. S'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le Président, c'est vraiment un événement historique, oui, parce qu'il s'agit de la signature d'un accord de paix entre le Congo et le Rwanda, mettant fin à un conflit qui dure depuis 30 ans.
Dans le passé, il y a eu de nombreuses opérations de médiation, mais aucune n'a abouti. Nous sommes convaincus que cela est dû à votre leadership et à votre engagement indéfectible en faveur de ce processus. Fort envers ce processus, ainsi qu'à une nouvelle approche de l'intégration économique régionale, qui est très importante pour amener le Rwanda et la République démocratique du Congo à travailler ensemble, parce que c'est une région très riche, avec des échanges transfrontaliers, des richesses minérales et naturelles. Par conséquent, avec les États-Unis aux côtés de la République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que nous parviendrons à une paix à long terme. Nous pensons également que, comme mon collègue de la République démocratique du Congo l'a dit, il est important que les États-Unis restent engagés parce que nous avons signé aujourd'hui l'accord, mais maintenant nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé pour ouvrir ce que vous appelez une nouvelle ère de prospérité, afin que vous puissiez récolter les dividendes économiques de la paix. Par conséquent, afin de mettre en œuvre ce cadre d'intégration économique, il est important que les États-Unis accompagnent les parties dans la mise en œuvre des accords que nous avons déjà signés, car dans le passé, nous avons signé trop d'accords qui n'ont pas été mis en œuvre. Nous croyons vraiment que sous votre direction et avec la participation du gouvernement américain, nous y arriverons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, ça va certainement t'arriver. Je peux passer la main. Tu veux les presser sur moi? Donne-les-moi. Je souhaitais simplement vous fournir tous les accords signés avec facilité et nous veillerons à ce que vous les respectiez jusqu'à la fin. On veillera à ce que tu le fasses jusqu'au bout. D'accord, c'est pour toi. Nous avons quelque chose d'autre de spécial pour quelqu'un. C'est une pièce. Je vous remercie. J'espère que vous le faites. Je vous donnerai un deuxième à votre leader. Ce sont des pièces sérieuses. Tu ne voudrais pas. Tu ne veux pas les perdre. Tu le feras. Mais je pense que votre journaliste africain mérite un. Qu'est-ce que tu en penses? Je suppose que c'est une spéculation. Les journalistes sont d'accord, n'est-ce pas, Brian? Oui, ma chérie, c'est bien toi. Oh, d'accord. Tu as fait un excellent boulot. Je vous remercie. J'ai entendu dire que tu faisais du bon travail en couvrant tout. Je vous remercie. Et Monsieur Président, en fait, oui. Les photos que tu as prises avant, laisse-moi voir. C'est déjà commencé. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le Président, merci. Laisse-moi voir. C'est dans ce dossier, monsieur. D'accord. Celui-ci. Oui, monsieur. Oh, ils sont plus beaux que moi, ce qui ne me plaît guère. Cependant, c'est vraiment somptueux. Très bien. Nous avons un bon photographe. C'est magnifique. C'était génial. Tu ferais mieux, je te le dis. Tu ferais mieux de travailler ici. On va descendre. C'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, nous allons les mettre dedans. C'est pour toi. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oui. Vérifions si nous en avons plusieurs. Vous ne nous en donnez pas un, ce qui entraîne une énorme erreur. C'est quelque chose pour toi. Merci beaucoup. Tout est prêt. Voilà pour toi. Tu vas avoir ça. Tu pourrais aussi bien le tenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Je vous remercie sincèrement. Vous avez un problème quelconque. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi pas? En fait, pourquoi cela? Je veux dire parce que c'est un sujet distinct. Mais vous réalisez que mettre fin à tout cela est maintenant un sujet considérablement plus crucial. Nous venons de sortir d'une guerre qui a duré 30 ans et qui a fait 6 millions de morts. Donc, ne me posez pas de questions sur le commerce canadien, monsieur. Président Carla de Carla Castanova de Lindell TV. Maintenant que votre gouvernement et vos félicitations ont assuré la paix en Afrique, une guerre qui dure depuis des décennies et aucun autre président ne peut le faire, pensez-vous que les grands médias le feront? Enfin, je vous le dis, mais vous avez raison. Aucun autre président ne peut faire cela. Ils ont essayé et ils n'ont même pas essayé. Je ne pense pas vraiment qu'ils aient essayé. Pensez-vous que Biden a essayé? Il ne savait pas qu'il était vivant. Pensez-vous que le grand public... Les médias finiront par vous féliciter là où vous le méritez. Non, la presse refuse catégoriquement de croire en moi. Mais les gens me font confiance. C'est pour ça que je suis là.
Les gens n'ont pas donné cela. C'est pourquoi nous sommes ici avec tous les 7 États gagnés. Nous avons remporté le suffrage populaire. Donc les médias ne me donnent pas confiance, mais le peuple le fera. C'est plus important pour moi. Vous partez. Pour être un pacificateur, il faut aussi tomber avec le président, qui n'a pas traversé la frontière en mai. Vous avez protégé la frontière plus que quiconque. Mais je ne sais pas si vous le savez. Vous êtes maintenant sur la voie d'avoir le taux de meurtre le plus bas de l'histoire de ce pays. Je pense que c'est en grande partie parce que nous avons fermé la frontière, mais vous voulez commenter que vous pourriez avoir le taux de meurtre le plus bas de l'histoire des États-Unis, le président. Je l'ai vu l'autre jour et c'était un plaisir. Et puis, c'est vraiment mieux parce que, vous savez, nous avons passé par Biden, par l'intermédiaire de l'administration Biden, nos meurtriers, 11 personnes, pour être exact. Et beaucoup d'entre eux sont déjà partis. On les ramène là où ils appartiennent. C'est un grand honneur. J'avais dit que les chiffres s'amélioreraient si vous le sortiez. Vous avez parlé plus tôt du financement des contrôleurs de la circulation aérienne et du beau projet de loi, et j'espère que Dieu soit loué si nous signons cette chose. Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie de la façon dont le manque de financement au cours des dernières années ou des années, peut-être une décennie, a changé la sécurité des voyages aériens? Eh bien, ils n'avaient pas assez de fonds pour l'aéroport pendant des années et j'ai commencé à terminer l'équipement nécessaire pour atterrir un avion, alors qu'un avion comme un accident d'hélicoptère n'arriverait jamais. S'ils avaient le bon équipement moderne, il y avait des choses fantaisistes partout et je suis prête à le faire. Mais quand je n'étais pas là, ils ont complètement abandonné. Votre directeur des transports est horrible. Nous en avons un très bon Sean Duffy, mais vous avez démarré le moteur. Il ne sait rien. Il va travailler à vélo. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est horrible. Il a complètement abandonné. C'est un projet important et je suis prête à tout. Mais nous avons eu une expérience de vote très triste, donc nous ne l'avons pas faite. Mais maintenant que je le fais, nous allons avoir un grand système. Partiellement financé par cette loi, le projet sera entièrement financé plus tard lors de la construction. Mais nous devons construire le meilleur du monde. Nous avons les meilleures entreprises au monde. Certains pays ont de très bons systèmes. En fait, j'ai remarqué que mes pilotes utilisaient souvent le système d'un autre pays lorsque j'atterrissais. J'ai dit, mais pourquoi fais-tu ça? Je dis que le système américain est horrible. Nous avons donc les meilleures entreprises du monde qui soumissionnent. Raytheon, IBM et plusieurs autres soumissionnent. Nous obtiendrons le meilleur système au meilleur prix. Ils viendront en ville et nous donneront un meilleur système que n'importe quel autre au monde. Vous voulez amarrer les avions entre eux à 35 000 pieds d'altitude. En ce qui concerne l'accord de paix, à quel point vous et votre gouvernement êtes-vous proches d'un cessez-le-feu à Gaza, n'est-ce que pas? Je demande souvent maintenant, puis je me sens très proche. Je viens de parler à certaines personnes impliquées. La situation à Gaza est mauvaise. Ils demandent, et nous pensons qu'au cours de la semaine prochaine, nous allons avoir un cessez-le-feu. Et comme vous le savez, nous allons envoyer beaucoup d'argent et de nourriture à la région parce que nous devons, je veux dire, nous ne sommes pas impliqués en théorie, mais nous sommes impliqués parce que les gens meurent. Je contemple les personnes privées de nourriture, démunies. À vrai dire, c'est notre responsabilité. Certaines ont été kidnappées par des individus mal intentionnés. Vous savez, si vous le donnez, c'est censé prendre soin des gens qui finiront par voler la nourriture et la vendre. Cependant, actuellement, nous disposons d'un solide système. Nous contribuons à solutionner la situation. Vous constatez des individus prenant un seul repas quotidien. Malheureusement, d'autres pays n'ont pas apporté leur aide. Personne n'a aidé. Nous le faisons parce que je pense que nous devons le faire sur une base humanitaire comme cela. Nous n'avons pas à nous impliquer dans l'Afrique, mais nous l'avons fait parce que nous pensons que c'est le cas. J'ai lu tout le temps, c'est comme Gédé l'a dit, et vous savez, pendant la majeure partie de sa vie, il a juste vu cette guerre cruelle. En fait, il a reçu beaucoup de publicité à cause de son niveau de brutalité, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça participer, je veux dire. Je pense que c'est ma réunion la plus importante aujourd'hui. Nous venons de remporter une grande victoire aujourd'hui devant la Cour suprême, et tout le monde dirait que c'était une grande victoire, mais vous savez, nous parlons de sauver des milliers, voire des millions de vies. C'est plus important que toute autre chose. Donc, c'est génial. Mais nous enquêtons sur les rumeurs pour essayer de résoudre le problème.
Encore une fois, vous savez, beaucoup de nourriture a déjà été envoyée là-bas et le reste du monde devrait aider un autre pays aussi. Je connais le conflit avec lequel vous avez affronté, monsieur. Avez-vous réellement rédigé une missive à l'attention de Kim Jong-un de Corée du Nord? Eh bien, s'il y a un conflit, je m'entends très, très bien avec lui et nous allons le résoudre, et la Corée du Nord. J'ai une bonne relation avec Kim Jong-un, je m'entends bien avec lui, alors nous verrons ce qui se passe, mais certains disent qu'il y a un conflit potentiel et je pense que nous allons le résoudre. Si c'était le cas, cela ne nous concernerait pas. Toutefois, nous sommes loin de nombreux endroits où nous sommes en train de résoudre des problèmes. Mais j'aime le faire, c'est la bonne chose à faire. Nous avons la capacité de le faire. Nous travaillons donc sur des choses avec lesquelles nous n'avons pas beaucoup à faire. Serbie, Kosovo, je vous ai dit que nous avons résolu une catastrophe potentielle. Je peux vous parler de certains pays dont vous n'entendrez pas parler, mais certains pays qui sont prêts à entrer en guerre avec leurs voisins ne vont pas entrer en guerre avec leurs voisins. C'est une merveilleuse chose. Nous en avons beaucoup. Mais je suis très heureux de l'Inde et du Pakistan parce qu'ils ont des armes nucléaires. Vous savez, quand vous parlez de l'Iran, ils essayent de l'obtenir, mais l'Inde a des armes nucléaires, le Pakistan a des armes nucléaires, des niveaux élevés d'armes nucléaires, les deux. C'est vraiment génial de résoudre ce problème. Nous avons fait cela grâce au commerce, donc c'est une grande chose. En parlant d'armes nucléaires, monsieur, Président, êtes-vous inquiet que les Iraniens puissent avoir de l'uranium enrichi à Pickaxe Mountain? La dernière chose à laquelle ils pensent maintenant, c'est enrichir l'uranium. Et je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent ressusciter, ils veulent me voir, et nous le ferons bientôt. Ils le feront rapidement lors de la réunion. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose de différent en privé? Tu ne penses pas qu'ils veulent me voir? Ne penses-tu pas qu'ils ne peuvent rien faire à cause des sanctions? Je ne crois pas qu'ils veulent me voir. Je veux dire, ce ne sont pas des gens stupides. Ils ont beaucoup vécu, ils ont souffert. Israël aussi. Israël a beaucoup souffert. C'était 12 mauvais jours. Oui, nous verrons ce qui se passera. Tu y réfléchis? Envisagez d'envoyer des missiles patriotes en Ukraine. Avez-vous pris votre décision? Monsieur. Monsieur le Président, il y a plusieurs questions non résolues sur cet accord. Les Rwandais seront-ils impliqués dans cet accord et ce conflit? Les troupes rwandaises se retireront-elles de certaines parties de la République démocratique du Congo? Le groupe rebelle M23 sera-t-il autorisé à rester dans l'est de la République démocratique du Congo? Avez-vous des réponses à ces questions? La question vous pose cette question. Vous voulez répondre à cette question. C'est une question intéressante pour toi. Vas-y. Merci beaucoup. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons adopté le concept opérationnel de neutralisation des FDLR, qui sont une campagne de génocide diabolique et de suppression des mesures défensives aléatoires. Cela a donc été signé en novembre dernier. Par conséquent, nous allons mettre en œuvre ce concept d'opération pour faire les deux choses, neutraliser ce mouvement qui déstabilise le Rwanda depuis des années et désarmer nos mesures défensives. En ce qui concerne les accords M23N, nous avons décidé de nous appuyer sur les pourparlers de Doha, car ils sont actuellement des pourparlers entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo pour parvenir à un accord de paix complémentaire à l'accord de paix de Washington. Donc les deux choses ont été réglées. Vous, monsieur le Président, les États-Unis vont-ils vraiment appliquer cet accord? Exécuter avec eux. Ils peuvent faire respecter leurs propres accords, mais exercent beaucoup de pression pour s'assurer que ces accords sont appliqués. Les deux personnes dans cette pièce sont déjà très, très, très compétentes. Ils vont y arriver. Je pense qu'ils vont y arriver. Ils adorent ça. Une chose que j'ai rapidement comprise, c'est à quel point tu aimes ton pays, c'est que tu veux bien le faire. Ils savent qu'il faut le faire. Sinon, de mauvaises choses arrivent. Mais je pense que nous sommes bien plus que ça. Les autres présidents devraient faire ce que je fais maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Et même s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas pu être là. Le Président. Oui, merci. Monsieur le Président, pouvez-vous nous partager ce qui se passerait si l'une des parties violait l'accord de paix, parce que nous ne voulons pas que la guerre revienne en République démocratique du Congo? Je préfère ne pas le dire. Je vais juste dire que s'ils enfreignent la réglementation et qu'ils n'ont pas l'intention de le faire, il y a des pénalités importantes. Je ne pense pas qu'ils enfreignent la réglementation. Je pense qu'ils sont sérieux, mais nous avons des pénalités très sévères, financières ou autres.
En ce qui concerne spécifiquement le Canada, pourquoi avez-vous décidé de mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada? Quel taux de change souhaitez-vous fixer? Par conséquent, le Canada a porté des accusations contre certaines de nos sociétés et le Canada a été un pays difficile à traiter depuis des années. Vous savez, nous avons entendu parler du Canada, nous avons de bonnes relations avec les Canadiens, mais c'était très difficile et ils ont porté des accusations et c'était un peu tôt. On l'a découvert, on a donc toutes les cartes. Nous le ferons, tout le monde. Nous ne voulons rien faire de mauvais, mais ils sont économiquement et nous avons un tel pouvoir sur le Canada que je préfère ne pas l'utiliser. Mais ils font quelque chose à nos entreprises technologiques aujourd'hui pour essayer de reproduire l'Europe. Vous savez, ils ont copié l'Europe. Cela ne finira pas non plus bien pour l'Europe et cela ne finira pas bien pour le Canada non plus. Ils sont stupides de le faire. Je dis donc que nous arrêterons maintenant toutes les négociations avec le Canada jusqu'à ce qu'il corrige son comportement. Y a-t-il quelque chose que le Canada puisse faire pour changer votre perception de la situation? Non, ils taxent des entreprises américaines qui ne devraient pas être taxées, des impôts très, très sévères. Oui, je pense qu'ils pourraient le supprimer. Ils s'en chargeront, mais pour ma part, je ne le ferai pas vraiment. Nous avons toutes les cartes. Nous avons toutes les cartes. Vous savez, nous avons beaucoup d'affaires avec le Canada, mais relativement peu. La plupart de leurs affaires sont faites avec nous, et quand vous avez cette situation, vous êtes meilleur pour les autres. Leurs agriculteurs reçoivent 304, 200% des droits de douane. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça. Nous avons des cas où vous ne lisez pas cet article et où les gens ne le signalent pas, mais ils facturent 400% pour certains produits de laitiers. 400%. Personne n'a écrit que c'est injuste pour nos agriculteurs et que nous devons protéger nos agriculteurs. Vous avez mentionné comment? La réduction des taux aura un impact considérable sur les intérêts liés à la dette. Plus tôt, aujourd'hui, le directeur Poult a parlé sur CNBC de la façon dont il avait recommandé à Powell de démissionner. Des commentaires sur la question de savoir si Powell devrait quitter le pouvoir. Je sais que vous y êtes allé. S'il veut démissionner, j'espère qu'il démissionne. Il a fait un horrible boulot. Écoutez, si vous étiez là, vous diriez, eh bien, vous savez, l'Amérique va bien. Ils n'ont pas d'inflation. S'ils ont une inflation dans un an ou deux, nous allons commencer à augmenter la concurrence. Nous sortirons de l'inflation. Tu ne fais rien d'autre. Biden a connu la pire inflation de l'histoire de notre pays, 19%. Mais je pense que c'est beaucoup plus élevé que ça. Franchement, ils disent 19%. Ils disent, je pense que c'est beaucoup plus élevé que ça et nous n'avons presque aucune inflation maintenant. Nous avons fait du bon travail en peu de temps. Les prix de l'énergie ont considérablement baissé. Maintenant, le prix de l'essence est tombé à près de 2 $ dans de nombreux endroits. Il y a quelques endroits où je vois même casser. On dirait 138 le gallon. Honnêtement, nous avons fait du bon travail avec l'inflation et presque tout le reste. Je pense que la façon dont les gens se comportent est vraiment triste. Vous savez, quelqu'un peut simplement baisser les taux d'intérêt avec un simple geste et économiser des centaines de milliards de dollars chaque année. Mais c'est un homme stupide. Tu sais, c'est vraiment très amusant. Lui et moi, je ne suis pas sûr qu'ils ne comprennent pas parce que vous devriez être capable de comprendre. C'est un peu comme l'économie, mais je ne suis pas totalement sûr. Mais essayez de réfléchir avec un simple geste. Il parle des coûts. Nous pourrions économiser 600 milliards de dollars. Peut-être que ce sont tous de bons chiffres pour vous, n'est-ce que pas? 900 milliards, 950 milliards de dollars en baissant les taux d'intérêt. En fait, c'est plutôt un mouvement sur papier. Ce n'est pas comme si tu n'avais rien coupé. Vous ne pouvez pas réduire les effectifs, juste le taux d'intérêt. Nous sommes 40 ou 44 à 45. Il y a des endroits où vous ne le croirez pas. Vous savez, je ne veux pas dénigrer, mais ils payent des taux d'intérêt inférieurs à ceux des États-Unis. Sans nous, tout va exploser. Vous savez, en ce sens, nous contrôlons le monde. Mais nous avons un homme qui est juste une mule têtue et un homme stupide qui a fait de grosses erreurs. Il a fait une erreur. Et ça va durer des années. Parce que pendant que vous payez vos dettes maintenant, j'ai ordonné à mes hommes de ne pas payer plus de 9 mois environ et de faire sortir cet homme. Celui qui est là va baisser les taux. Si je ne le fais pas, si je pense que quelqu'un va garder les taux inchangés ou quelque chose comme ça, je ne les mets pas. Je vais mettre quelqu'un qui veut baisser les taux. Il y en a beaucoup là-bas. J'ai dit ce matin que beaucoup d'émissions commerciales disent aujourd'hui, vous savez, Trump a raison, il devrait baisser les taux d'intérêt. Pensez-y, nous avons un grand pays. On a gagné beaucoup d'argent. Nous collectons des milliards de dollars en droits de douane. Nous en avons un. Nous avons 15 000 milliards de dollars de fonds que nous voulons investir ici, un record en 2 mois.
Il a battu n'importe quel record que nous avons pour une année entière, pas même proche de 15 000 milliards. Et il va être beaucoup plus élevé que ça. C'est essentiellement après 2 mois. Parce que vous savez, nous avons fait ça pendant environ 2 mois et demi, et 15 billions de dollars ont battu tous les records dans le livre. Il n'y a jamais eu rien de pareil. Nous avons des usines qui emménagent, nous avons des usines automobiles qui emménagent. Nous voulons tous faire partie de l'Amérique. Comme je vous l'ai dit et comme je l'ai dit à tout le monde quand j'étais au Moyen-Orient, les rois d'Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis sont de grands dirigeants. Ils ont tous de grands leaders. Tous les 3 disent que vous avez le pays le plus chaud du monde et vous l'avez fait à ce moment-là. J'y suis resté 4 mois car nous sommes revenus récemment. Mais tout le monde le dit, pas seulement eux. Nous avons maintenant le pays le plus chaud du monde. Le seul problème est que nous avons un président de la Réserve fédérale qui ne comprend pas ça. Vous pouvez bénéficier de prix très bas. Par exemple, en les diminuant de 2 points, nous économisons plus de 600 milliards de dollars. Mais vous ne pouvez pas aller sur le marché et dire, d'accord, nous avons quelqu'un qui nous a donné 4 ou 4,5 et nous voulons payer 2 ou 1 Je pense que nous devrions payer 1 maintenant. Nous avons payé plus parce que nous avons un gars, vous savez, qui souffre du syndrome de folie de Trump, si vous voulez la vérité. Mais il n'est pas bon pour notre pays. Oui. Tu pousses. Le président. De l'Université de Virginie. Avez-vous été candidat à la présidence? Une question connexe sur le secteur bancaire. Il y a des rapports, monsieur. Monsieur le Président, votre administration envisage de publier un décret exécutif sur le débanking, une pratique des banques qui refusent de servir les gens en fonction de leurs convictions politiques ou de leur industrie, comme les crypto-monnaies. Les gens impliqués. Êtes-vous prêt ou intéressé à signer un tel décret exécutif visant le secteur bancaire? Est-ce que je pense à des banquiers? Je pense que les banques, je peux vous le dire parce que je suis moi-même une victime. À cause de ma politique, et les grandes banques nous traitent très mal. En fait, je pense que ce sont les gens de Biden qui lui ont dit cela parce que le groupe de personnes dont les banques ont peur sont les régulateurs. Ils sont effrayés par les régulateurs. J'ai rencontré le plus grand banquier et je peux vous dire que vous le voyez souvent à la télévision. Si un superviseur entre dans la pièce, ils deviennent nerveux et fous. Ils ont peur des régulateurs. Si les gens de Biden ordonnent la fermeture presque des banques, ils peuvent faire tout ce que je veux, les régulateurs contrôlent les banques, pas le président de la banque. Les gouverneurs des banques sont beaucoup moins importants pour les banques que pour les régulateurs. Les régulateurs pourraient faire cesser la banque. Comme les mauvais procureurs sont très dangereux, j'ai rendu Jack Smith et quelques autres fous et on leur a botté le cul. Mais tu sais, c'est une situation difficile. Les procureurs sont très dangereux. Un grand procureur est un atout incroyable pour un pays, mais un procureur corrompu, un mauvais procureur, est très mauvais. Eh bien, les régulateurs sont une chose. Quand ils disent aux régulateurs de rendre la vie impossible pour les grandes banques, l'Oregon, les petites banques, ils le contrôlent vraiment. Il y a donc beaucoup de banques D. Il y a un oui, appelé une banque D, appelé beaucoup de noms différents. Essentiellement, ils rendent impossible de faire des affaires. Ces gens sont très mauvais, très dangereux. Ils ne devraient pas le faire. Pouvez-vous? Veuillez expliquer comment les recettes fiscales augmenteraient de 68% si le projet de loi N-APOS n'était pas adopté. D'où vient ce chiffre? Eh bien, cela vient du fait que vous avez automatiquement coupé Trump, la plus grosse coupe que nous ayons jamais faite. Maintenant, ces coupes sont encore plus importantes. Mais à en juger par l'administration précédente où Trump a réduit ses dépenses, il s'agit d'un accord de 5 ans. Quand vous ajoutez cela aux coupes et autres choses que vous avez déjà, selon le montant qu'ils m'ont dit, c'est environ 68%. Cela signifie que vous aurez une taxe afin que vous sachiez que la réduction d'impôts qu'ils obtiennent, la plus grande réduction d'impôts dans notre histoire, va immédiatement monter à ce niveau. Cela représente à lui seul une part importante de 68%. Ensuite, vous aurez d'autres accumulations d'impôts et ils disent que vous aurez une augmentation d'impôts d'environ 68%. Monsieur, vous avez dit 1. Il n'y a pas si longtemps, le commerce européen n'aurait pas été très bon. Est-ce que cela signifie que vous voulez aussi couper ces négociations et simplement leur dire ce qu'ils ont? L'Europe est très difficile. L'Union européenne a été créée pour profiter des États-Unis et du commerce. C'est pour cela qu'ils ont été formés. Ils sont ennuyeux. Ils sont ennuyeux. Je m'occupe d'Ursula et du groupe en ce moment. Mais c'est une situation extrêmement difficile. Ils nous ont vraiment maltraités. Si vous regardez les précédents passés, ils les ont vraiment maltraités. Ils sont gentils avec moi parce que je comprends. Je connais le système. On a des cartes. Nous avons beaucoup plus de cartes qu'eux.
Ils ne nous traitent pas bien. Ils viennent être à nous maintenant. Vous savez, j'ai dit que j'allais imposer un droit de 50 %. Dès que j'ai fini, j'ai mis ça sur la vérité. Dès que je l'ai dit, ils arrivèrent à la table. Ils ne veulent pas venir à table. Mes gars m'ont dit, Scott m'a dit, toute l'équipe m'a dit que ce n'était pas une bonne situation. Ils veulent l'abattre. Ils ne veulent pas vraiment un accord. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons vous imposer 50 % de droits de douane. Comme vous le savez, Howard a beaucoup à voir avec Lutnick Business et il a dit qu'ils ne voulaient pas s'en parler. Dès qu'ils l'ont mis, j'ai reçu des appels d'eux comme « Peut-on se rencontrer demain ?» Le véritable problème est qu'ils ont beaucoup d'impôts extrêmement injustes. Ils ont beaucoup d'impôts que vous ne collecterez pas. Ils poursuivent toutes nos sociétés. Ils continuent de poursuivre Apple et Google et toutes ces entreprises, vous savez, devant des juges qui travaillent pour eux. Je suppose qu'ils travaillent pour eux. Ils sont des juges de l'UE et ils ont reçu ces récompenses folles. Apple a été condamné à une amende de 17 milliards de dollars et d'autres sociétés ont été condamnées à des amendes énormes. Ce sont des gens dégoûtants. Je ne souhaite pas qu'ils affectent des entreprises américaines. Si quelqu'un veut influencer cette entreprise américaine, je veux que ce soit nous. S'il doit payer une amende, laissez-le à nous. Donc, ils le font depuis longtemps, depuis des années. Mais ils sont dégoûtants. L'Union européenne est détestée, aucun doute. Mais ils vont bientôt apprendre à être moins ennuyeux. Ils le savent. Ils savent que ça arrive. Vladimir Poutine vous a tendu la main pour vous aider à résoudre la crise iranienne. Vous avez fait quelques excellentes déclarations aujourd'hui. Vous voyez l'État très bien. Vladimir Poutine a fait de très bonnes déclarations aujourd'hui. Il respecte à nouveau notre pays. Il n'a pas respecté ça il y a un an, je peux vous le dire maintenant. Mais Poutine respecte notre pays, le président chinois Xi respecte notre pays, Kim Jong-un les respecte. Encore une fois, il y a un an à peine, nous n'étions pas une nation respectée. Nous avons un président incompétent. Nous avons des méchants autour de cette table, cette belle et déterminée table. Ils ont des intentions extrêmement mauvaises, je suppose. Je veux dire, ils ont véritablement de mauvaises intentions, mais le monde respecte notre pays profondément. Merci encore beaucoup à tous. Les GIR TV HD, partageons les ondes positives.